Ah, le contrat de bail. Rien que le nom, ça peut faire un peu peur, non? On s'imagine tout de suite un document super long, plein de jargon juridique, bref, de quoi être intimidé. Mais pas de panique. L'idée aujourd'hui, c'est justement de décortiquer tout ça ensemble pour que la location en France devienne beaucoup plus simple. C'est la question qu'on se pose tous un peu, avouons-le. Entre les clauses qu'on ne comprend pas toujours, les obligations dans tous les sens et les sigles bizarres, on peut vite avoir l'impression de marcher sur des œufs. Alors c'est quoi les vrais pièges à éviter? C'est vrai, parfois un bail, ça ressemble un peu à un champ de mine juridique. Mais l'objectif est simple. On va vous donner une carte, un plan, pour traverser tout ça en toute sécurité. Le but, c'est de transformer cette petite anxiété en véritable confiance. Pour bien commencer, on va utiliser une petite image. Imaginez les contrats de location comme un grand vestiaire, une garde-robe. Chaque type de bail, c'est une tenue différente, pensée pour une occasion bien précise. Et la première étape, c'est évidemment de choisir la bonne. Alors, allons-y, plongeons dans ce fameux vestiaire. Choisir la bonne tenue, c'est vraiment l'étape numéro 1, parce qu'un mauvais choix de contrat peut créer de gros problèmes, que ce soit pour le locataire ou pour le propriétaire. Alors, regardons les 3 tenues principales de notre vestiaire. D'abord, le bail nu. Ça, c'est le grand classique, le contrat standard. On part sur une durée de 3 ans minimum, et pour le préavis, c'est 3 mois. Ensuite, on a le bail meublé. Lui, il est plus flexible, durée d'1 an, ou même 9 mois si on est étudiant, et le préavis est réduit à 1 mois seulement. Et enfin, le plus souple de tous, le bail mobilité. Il est fait pour des situations bien particulières, une mission pro et des études, pour 1 à 10 mois. Et chose importante, pas de dépôt de garantie. On voit bien que les règles du jeu sont complètement différentes pour chaque option. Et là, attention, point de vigilance super important. Il y a une tentation pour certains propriétaires d'enchaîner les baux mobilités pour un même locataire, histoire d'éviter les contraintes d'un bail classique. C'est formellement interdit. Si ça arrive, un juge peut tout à fait requalifier le contrat en bail meublé standard, et là, le locataire retrouve toutes ses protections. Bon, maintenant qu'on a choisi la bonne tenue, il faut s'intéresser aux détails, aux fameuses petites lignes. C'est là que tout se joue au quotidien. Qui doit faire quoi? Qui est responsable de quoi? Qu'est-ce qui est légal et qu'est-ce qui ne l'est pas du tout? Voilà un exemple parfait, une clause qu'on voit encore très souvent dans les baux. À première vue, on pourrait se dire « bon, c'est la demande du propriétaire, c'est normal ». Mais que dit la loi à ce sujet? La loi est on ne peut plus claire, cette clause est totalement illégale. Et ça veut dire que même si elle est écrite noir sur blanc dans le contrat que l'on a signé, elle ne vaut rien. Elle est nulle. Un propriétaire n'a pas le droit d'interdire un animal de compagnie tant qu'il n'est pas dangereux. C'est un droit. Pour bien comprendre qui fait quoi, on peut imaginer le bail comme une sorte de contrat de gardiennage partagé. Le propriétaire confie son bien, qui a de la valeur, et le locataire en devient le gardien. Sa mission, s'occuper de l'entretien de tous les jours. Alors concrètement, comment ça se répartit? Le locataire, en bon gardien, gère l'entretien courant. Changer un joint qui goûte, graisser une serrure qui coince, les petites choses du quotidien. Le propriétaire, de son côté, garde la responsabilité des grosses réparations, tout ce qui touche à la structure du bâtiment ou les équipements importants, comme la chaudière, la toiture. C'est vraiment la grande différence entre les réparations locatives et les grosses réparations. Allez, on aborde maintenant le moment qui crispe souvent le plus, à la fin du bail. L'état des lieux de sortie et, bien sûr, la restitution du fameux dépôt de garantie. C'est vraiment là que la plupart des conflits éclatent. Pour bien gérer cette étape, il y a un mot magique à connaître, la vétusté. La vétusté, c'est tout simplement l'usure normale d'un logement et de ses équipements avec le temps qui passe. Une peinture qui jaunit au bout de quelques années, une moquette un peu fatiguée dans le passage, ça, c'est de la vétusté. Et c'est à la charge du propriétaire. Et à l'opposé de la vétusté, on a la dégradation. Là, c'est différent. C'est une détérioration qui vient d'une négligence, d'une mauvaise utilisation ou d'un manque d'entretien de la part du locataire. Et dans ce cas, c'est bien à lui de payer les réparations. Mettons-les face à face, pour que ce soit bien clair. Une peinture qui a jauni après 10 ans, c'est de la vétusté, donc c'est pour le bailleur. Une énorme tache de vin sur le canapé, ça c'est une dégradation, c'est pour le locataire. Mais, et c'est le point le plus important, même en cas de dégradation, le locataire ne doit pas payer le prix du neuf. Il ne paie que la valeur résiduelle de l'objet une fois qu'on a déduit l'usure normale. Prenons cet exemple tout bête. Facturer 800 € le prix d'un canapé neuf pour une tâche après 1 an d'utilisation. C'est tout simplement illégal. Le propriétaire doit obligatoirement appliquer ce qu'on appelle une décote pour vétusté. Le locataire ne doit rembourser que la valeur qu'il restait au canapé, pas sa valeur à neuf. C'est un argument clé pour se défendre face à des retenues abusives. Pour que la sortie se passe sans accroc, il y a une petite feuille de route à suivre. Étape 1, le préavis. Il faut le donner dans les règles, en respectant les délais. Étape 2, la préparation. On fait un grand ménage et on s'occupe des petites réparations qui nous incombent. Étape 3, l'état des lieux. Il faut y être et comparer méticuleusement avec celui de l'entrée.
Et enfin, étape 4, le règlement final. Le propriétaire a 1 à 2 mois pour rendre le dépôt de garantie et il doit justifier chaque euro retenu avec une facture. Allez, pour finir, on va résumer tout ça en quelques règles d'or. Ce sont vraiment les points essentiels pour que la location soit une expérience juste et tranquille, qu'on soit d'un côté ou de l'autre du bail. Côté locataire, il y a 3 erreurs classiques à éviter à tout prix. D'abord, ne jamais, au grand jamais, faire de grosses transformations, comme abattre un mur sans un accord écrit du propriétaire. Ensuite, ne pas laisser traîner le petit entretien, parce qu'un petit problème peut vite devenir un gros dégât. Et enfin, la règle d'or, toujours tout mettre par écrit. Les promesses orales, ça s'envole. Et côté propriétaire, il y a aussi des pièges. Utiliser un vieux modèle de bail qui n'est plus à jour, c'est la porte ouverte aux ennuis. Mettre des clauses illégales dans le contrat, ça ne sert à rien et c'est risqué. Et enfin, ignorer les nouvelles réglementations, surtout sur l'énergie, ça peut coûter très cher. Par exemple, depuis 2023, la mise en location des logements classés G est de plus en plus restreinte. Finalement, tout ce décryptage nous amène à une question un peu plus profonde. Est-ce qu'on doit voir le bail comme un simple papier, un contrat froid, ou plutôt comme les bases d'un partenariat ? Une relation locative qui fonctionne bien, c'est avant tout une histoire de compréhension mutuelle et de respect des règles du jeu. C'est ça, la clé d'une location sereine pour tout le monde.